je me suis lancé le défi de parler des compétences d'avenir et comment, par l'apprentissage dehors, on pourrait favoriser les compétences d'avenir. Donc, la première partie, ça va être une intro un peu théorique dans qu'est-ce que c'est qu'une compétence d'avenir, qu'est-ce que différentes institutions, personnes pensent, comment va être notre avenir et quelles compétences on a besoin pour des différents futurs possibles, justement, qui nous annoncent. Et puis, pour faire ça de manière un peu plus pratique, je vais aussi entrecouper avec des témoignages d'enseignants et d'enfants. C'est des personnes que j'accompagne dans ce projet de recherche-action nationale, Grandir avec la nature. Alors en France, moi je suis sur le territoire de Franche-Comté. Et puis voilà, donc Laura, tu peux lancer le prochain. En fait, le départ de cette idée de thématique, c'était un enfant qui faisait école à la radio en 2020. Donc en 2020 et 2021, pendant le confinement, j'ai travaillé pour la Radio France Internationale. On a fait école à la radio pour les enfants qui n'avaient pas accès à Internet, qui n'allaient plus à l'école. Et c'était assez marrant parce que j'ai enseigné l'école à ciel ouvert dans la radio avec des enfants confinés. Et un enfant a dit cette phrase: à l'école, au lieu d'apprendre le passé simple, on devrait plutôt apprendre le futur compliqué. Donc voilà, on pourrait s'imaginer différentes conjugations de passé simple, futur compliqué, passé compliqué ou futur simple. Et c'est une question, un témoignage qui m'a questionné. Mais est-ce que le futur, il doit toujours être compliqué? Est-ce qu'on ne peut pas s'imaginer des futurs simples aussi? Donc, dans notre société de prestation de services, avec Internet qui sait tout, avec une machine qui réalise sa tâche pour nous, la question est de quelles sont les compétences nécessaires pour trouver un bon emploi, pour bien vivre ensemble dans notre société, pour s'épanouir dans différentes futures possibles. Voilà, pour faire ce tour un peu plus humoristique, je vous ai choisi et entrecoupé la présentation toujours avec quelques cartoons. Eh bien, en parlant de l'école de Poudlard, on peut se dire quand même qu'apprendre dehors, en particulier dans la nature, peut nous fournir une baguette magique en vue de différentes futures, simples ou compliquées. Et au moins 4 sortilèges, mais celle-là, je vais vous les dévoiler à la fin de la conférence. Et il faut peut-être rajouter qu'il y a toujours plein de trucs possibles, et dans tous les cas, nous, on les façonne de manière consciemment ou de manière inconsciente. Autant de savoir quelles compétences sont importantes, et puis façonner notre avenir de manière consciente. Petite traduction pour ça, donc candidature pour un nouveau job. On commence un peu, mais quelles compétences il nous faut pour l'emploi aujourd'hui et futur. Je traduis, notre candidat idéal devra avoir une compétence qui s'applique en moins 3 domaines qui n'existent pas encore. Ici pour le candidat qui a juste appris à faire des textes à l'école. Ok, tu peux continuer. Et là, on va en fait aller dans un domaine avec lequel on s'occupe peut-être pas trop dans notre quotidien. On va rencontrer les gens du World Economic Forum, qui réunit chaque année à Davos, chez moi en Suisse. Je vais vous parler un peu de qu'est-ce qu'eux, ils trouvent important dans le monde du travail et aussi qu'est-ce que l'éducation devrait fournir ou éduquer comme compétences essentielles. Donc là, vous voyez les top 10 des compétences importantes dans le monde du travail en 2025. On peut les partager en 4 catégories. Donc, une thématique, c'est la résolution de problèmes, qui demande des capacités d'innovation, de créativité, d'originalité, mais aussi la prise d'initiative et une pensée analytique et un esprit critique. Le deuxième volet, c'est traduit par autorégulation, prendre soin de soi, self-management en anglais. Ce qui est important là, c'est apprendre tout au long de sa vie,
apprendre des stratégies d'apprentissage et tout le domaine de la résilience, la gestion du stress et aussi l'adaptabilité, la flexibilité. Troisième volet, c'est tout ce qui est collaboration, alors le leadership, mais aussi travailler en équipe. Et puis la quatrième, ça c'est celle qui n'est pas trop stimulée quand on est dehors, c'est l'utilisation et le développement de la technologie. Et je trouve que ce bête, il a une vision assez intéressante de ce que l'éducation devrait justement favoriser comme compétence. Sur le côté droit, vous voyez ce qu'on appelle les 4 C. Ça, c'est un peu le résumé de ce qui est cherché dans le monde du travail. Donc, vous avez la créativité et la résolution de problèmes, vous avez la collaboration, vous avez la communication, et puis vous avez l'esprit critique. Après, il y a plein d'autres domaines, alors plutôt côté gauche, que eux trouvent importants. Développer la curiosité, développer la conscience culturelle et sociale, donc appartenir aussi à une société, à une culture, se rendre compte de ça. Très intéressant, je trouve la persistance. Donc, avoir le droit à l'erreur et puis apprendre de ses erreurs. Et puis, il y a tout ce qui est leadership aussi qui est là. Et si vous regardez en fait ce qui est écrit au milieu, donc comment apprendre ces différentes compétences, la première chose m'a frappé, c'est apprentissage par le jeu. Deuxième aussi, apprentissage dans un environnement sain et stimulant. Et je trouve que là, vous pouvez déjà tisser des liens avec les apports de l'apprentissage dehors dans la nature. Je trouve que ça colle assez bien avec la vision du WEF de l'éducation future. Vous avez d'ailleurs le droit de m'interrompre si jamais vous avez des difficultés de compréhension ou une question, c'est possible. Donc là, j'aimerais élargir un peu ce champ de compétences d'avenir. Jusque-là, on a parlé de travail, mais il faut aussi parler vie. La vie, c'est pas juste le travail. On a cette notion aussi de bien vivre ensemble dans ces sociétés, de s'épanouir. Et là, je vais vous présenter brièvement une étude suisse qui est faite par l'Institut Gottlieb Duttweiler, qui est très intéressante parce qu'en fait, elle focalise sur 4 scénarios d'avenir possibles. Alors, je vous nomme peut-être, et c'est pour l'an 2050 qu'ils ont réfléchi. Alors, le premier scénario, c'est l'effondrement total de l'ordre social actuel. La deuxième chose, c'est ce qu'on apprend un peu la simplicité volontaire, donc renoncement volontaire de la croissance et de la consommation. Troisième scénario, c'est pas très rigolo, c'est le manque et le chômage suite justement à la technologisation croissante. Et puis, quatrième, de nouveau, un chouette scénario, c'est qu'on vit en plein luxe et en abondance suite à cette technologisation. Et ce qui est intéressant, c'est que pour chaque scénario, ces auteurs, en fait, ils ont parlé avec des experts, soi-disant experts sur la thématique des future skills. Ils ont fait des interviews, ils ont fait des workshops avec les gens, et puis ils ont demandé pour chaque des 4 scénarios, mais quelles sont, à votre avis, les compétences importantes qu'on devrait travailler. Après, ils ont posé cette liste de compétences, ils ont envoyé à des enseignants, 170 enseignants, et ils ont demandé, mais qu'est-ce que vous travaillez à l'école de toutes ces compétences? À quel degré? Beaucoup, pas assez, etc. Donc, moi, j'ai essayé de faire un résumé sur les compétences qui sont importantes, n'importe quel avenir on va vivre. Ça, c'est le slide suivant. Il est sorti d'un livre qui vient juste de sortir en mois de juin, qui s'appelle Draußen lernen. Il n'existe pour l'instant qu'en allemand, donc c'est un recueil de recherches scientifiques actuelles sur l'apprentissage dehors, mais aussi justement avec des visions vers l'avenir. Donc j'ai essayé de faire un peu cette question de compétences d'avenir, de scénarios, et mais comment on peut travailler en nature pour favoriser au mieux ces compétences d'avenir. Donc vous voyez, il y a beaucoup de compétences individuelles et sociales qui sont travaillées. Et puis les compétences, je dirais un peu plutôt par branche, matière ou technologie, qui ne se résument pas forcément à ça, ce qu'on pense spontanément
de ce qu'on devrait apprendre à l'école. Je vais revenir un peu plus tard sur chaque de ces compétences qui sont mentionnées ici. Ben, il y a des gens qui ont essayé de le mettre en dessin. Moi, je trouve ça assez parlant. C'est Jackie Justin, elle est auteure des livres sur l'éducation. Elle a un site qui s'appelle User Generated Education. Et elle a fait un joli panneau de ces compétences qui sont importantes pour les apprenantes et les apprenants d'aujourd'hui. Est-ce qu'il vous faut une traduction? Mais peut-être. Alors, elle revient sur communication, collaboration, esprit critique et résolution de problèmes. Ces 4C, on les a déjà entendus. Elle mentionne aussi la curiosité et l'imagination, d'avoir de l'espoir et puis de l'optimisme. Tout ce qui est autorégulation, et ce que je trouve assez intéressant, elle parle aussi de la vision. Donc, c'est important d'avoir des visions de l'avenir souhaité. Et là, je trouve que c'est un point où on ne travaille pas assez dessus, en tout cas pas dans l'éducation par la nature. Et pas juste se laisser faire par un avenir qui pourrait être catastrophique, mais formuler soi-même des visions et mettre en fait sur pied des actions qui vont dans le sens de monde qu'on se souhaite. Elle parle aussi de la résilience, elle parle de l'empathie, un terme qu'elle dit global stewardship. Donc moi je dis c'est d'être un citoyen, une citoyenne mondiale actif, la persévérance, être agile, être adaptable, et puis de nouveau la prise d'initiative, et puis voilà en fait cette envie de monter des entreprises. Et puis là, je vous laisse lire juste une citation que je trouvais assez intéressante aussi dans un livre, malheureusement de nouveau en allemand. On est toujours un peu en avance dans la culture alémanique sur ces questions. Une citation du grand monsieur des études PISA, Ernst Schleicher. J'ai essayé de la traduire pour vous. Et voyez ce que lui trouve important, ce que l'école devrait faire et quelles compétences elle devrait stimuler. Le même monsieur, il dit aussi, on devrait justement passer d'une relation au savoir à une relation, à une éducation, à la relation. Donc mettre vraiment la relation au centre de l'éducation et puis mettre les valeurs au centre des plans d'études et de l'éducation. Voilà. Donc ça, je trouve aussi une étude très intéressante qui a été faite de deux chercheuses d'Australie et de l'Angleterre. Ces deux femmes, elles font une vue d'ensemble de ce que le outdoor learning, donc l'apprentissage dehors, ça apporte aux enfants et aux adolescents. Et puis, en se basant justement sur un plan d'études qui a mis les valeurs au centre de l'éducation, donc un des premiers pays, c'est le Singapour qui a fait ça, le ministère de l'Éducation du Singapour. Elles ont travaillé une sorte de plan cadre pour l'apprentissage dehors au XXIe siècle. Donc, qu'est-ce qui est important et quel résultat on se souhaite aussi. Et ça, je vais vous présenter brièvement. Donc, déjà, c'est avoir un corps et un esprit sain et heureux. Je vous ai mis un peu de traduction en français aussi. Et puis, voilà, il y a quelques astuces, comment vous, en tant qu'éducateur nature, éducatrice nature, vous pouvez stimuler ces compétences. Donc, tout ça, c'est mentionné en détail dans cette étude aussi sur le pourquoi avoir choisi ces compétences. Deuxième chose, c'est être une personne sociable et confiante. Travailler sur cette confiance en soi, en l'autre, aussi en l'environnement. Être un apprenant créatif et puis auto-dirigé. Et je crois que c'est intéressant de voir ces sous-titres, on tombe toujours un peu sur les mêmes choses, sur l'ambiance, sur l'apprentissage autodirigé qui a toute sa valeur pour stimuler ses compétences
d'avenir, hein. L'apprentissage actif aussi. Et puis là, il y a deux choses qui parlent plutôt de la citoyenne, du citoyen actif. Donc déjà, apporter sa pierre à l'édifice, donc aller vers l'action. Et puis être voilà, un citoyen mondial actif. Donc cette photo que vous voyez, ça c'est d'un projet en Suisse pour les adolescents, ça s'appelle Projet de forêt de montagne. Là, ils sont en train de travailler sur 1 ou 2 semaines bloc. Ils font de la reforestation en montagne et puis en fait la protection des villages qui sont autour. Alors vraiment avec scier des arbres, faire des palissades, tout ça, tout en apprenant sur la forêt et puis ses différentes fonctions et son écosystème. Mais en résumant, là j'ai tiré une phrase de l'enfant de Mathias qui a participé au projet alsacien La Nature, c'est la classe. C'était un projet qui s'est déroulé dans différentes écoles publiques, mais aussi dans le périscolaire. Donc Mathias, il a dit, mais dehors on travaille, on fait des muscles. Au moins ici, j'apprends des choses que je pourrais apprendre plus tard à mes enfants. Voilà, donc là, on va essayer de lier en fait tout ça, cette théorie, avec des exemples pratiques et des témoignages des enseignants, des enfants et des parents qui ont participé à ce projet Grandir avec la nature en Bourgogne-Franche-Comté. Et je crois que la première chose que j'aimerais vous faire, je vous laisse lire quelques paroles d'enfants maternels. Donc c'est des 4-5 ans qui ont répondu lors d'un atelier philosophique à la question « Aller en forêt, ça se fait quoi ?» Dans ton cœur, dans ton corps et dans ta tête. La forêt, elle me fait jouer avec l'arbre. Ça me fait rigoler dans mon cœur. J'aime bien ça. Ok, je trouve que c'est super joli. Et puis bon, là, on a tout l'aspect de l'empathie et aussi de la conscience. Le verbe, ça parlait de la conscience culturelle et sociale, mais je trouve qu'il faut rajouter une autre conscience, c'est la conscience environnementale qui est travaillée par ça aussi, en fait, voilà, d'être en contact, en lien, en empathie avec d'autres êtres vivants, et puis de prendre du plaisir pour ça. Voilà. Tu peux en lire une autre? J'ai essayé de grimper, j'ai arrivé. Ça me donne des forces. Ça dit tout, hein. Je trouve que ça dit tout, hein. Tout l'aspect de la confiance, c'est devenir une personne confiante, l'estime de soi, aussi la prise d'initiative, parce que voilà, il faut déjà essayer, peut-être aussi chuter, faire des erreurs, et puis après persister et persévérer pour arriver à l'objectif. Hein. De jouer à la forêt, ça me met en colère parce qu'il y a des feuilles sur un arbre. J'ai joué et maintenant ça va mieux. J'ai joué à Star Wars en forêt. C'était trop bien. On allait au-dessus, les feuilles étaient des monstres, même les arbres. Les bâtons étaient des épées, des faux. Ça me fait des muscles. Ouais, très joli. Moi, j'aime bien cette citation Star Wars qui montre aussi l'aspect en fait d'autorégulation, hein, de gestion stress, mais dans ce cas aussi laisser sortir les agressions et puis après tout, en fait, la créativité, l'innovativité on joue à Star Wars, on trouve avec ces éléments de la nature de quoi nous faire un jeu. Hein. Il y a de l'herbe, de la boue et un grand soleil, je me sens bien. Oui, il y a 2 témoignages comme ça qui sont vraiment voilà, en lien avec le bien-être. Il y a l'autre qui dit, je crois, je me sens ça me rend très heureux d'aller en forêt, d'y aller. Hein, l'aspect de prendre soin de soi, hein, et d'être heureux avec peu aussi. Hein, cette compétence que les 2 femmes de l'étude de l'Angleterre et l'Italie ont mentionné d'avoir un corps et un esprit sain et heureux qui sont travaillés. Ça me donne à jouer avec les copains et aimer les copains. Super, toute la collaboration, l'empathie, l'aspect social. Et je crois la dernière.
ça me fait regarder la nature et les fleurs et les feuilles et tout qui pousse, même la mousse. Oui, je veux revenir dessus parce que moi je trouve alors, un bon exemple pour la curiosité, mais aussi d'observer par soi-même, d'observer de manière précise et présente. Peut-être aussi développer l'esprit critique, si je vois un peu plus loin, parce que tout ce qu'on expérimente, ce qu'on observe par soi-même, ça nous fait poser des questions, et c'est des choses en fait qu'on base sur nos réflexions, on les base sur l'apprentissage actif, sur des choses qu'on a nous-mêmes vécues. Je crois que c'est bon, on peut aller un peu plus loin. Pour nous mettre dans le bain. Donc là, je vais vous parler un peu de ces 4 C, qui sont la coopération, la communication, l'esprit critique et la créativité. Pour chaque de ces mots-clés de compétences d'avenir, je vais vous dire pourquoi elle est importante et voilà, comment on peut les réaliser ou avec quelles activités ou quelles postures on peut les réaliser dans la nature. J'aime bien commencer avec la coopération parce que tout simplement, bêtement, parce qu'ensemble, on va plus loin que tout seul. J'ai des témoignages assez chouettes des enseignants, des parents sur ce sujet. Magali, par exemple, qui enseigne au CM1, qui a dit, après une année d'école de haut, le point vraiment notable, c'est qu'il y a plus d'entraide. Habituellement, je suis ma classe sur 2 ans, et puis là, j'ai déjà des résultats au bout de 6 mois de ce qui se passe habituellement en 1 année et demie. Donc, vraiment, le point notable qu'elle a vu que le dehors favorise cette coopération. Et en parlant d'une autre classe qui témoigne, l'entraide paraît tellement évident en forêt que cela devient naturel ailleurs. Les enseignants disent aussi que la coopération, en fait, dehors, ça dépasse des histoires de copains copines. En forêt, ils s'entraident tous parce que cette coopération, elle n'est pas programmée, elle n'est pas forcément induite par l'enseignante, elle est spontanée. Il y a des obstacles qui incitent aussi à la coopération. Et puis parfois, c'est justement les enfants qui ne sont pas les meilleurs élèves en salle de classe, qui se débrouillent mieux dehors et qui peuvent aider ceux qui sont peut-être un peu plus intelligents. Et du coup, ils ont besoin d'aide dans notre environnement naturel. Beaucoup d'enseignantes disent aussi, moi je sors pour l'ambiance de classe, pour le lien qui se tisse avec les enfants, mais aussi pour le lien qui se tisse entre les enfants. Parce que dehors, on vit des expériences assez fortes qu'on ne peut pas vivre en salle de classe. Et puis, on vit la même chose et ça nous soude. Communication, je trouve que les deux, ils sont intimement liés. Tu peux rester sur le slide, je vais aborder les 4 thématiques. Donc, une autre enseignante d'école élémentaire qui a dit, mais pour moi, l'énorme différence, c'est que les enfants, ils osent parler dehors. Parce qu'aussi, c'est un autre cadre que la salle de classe. Et aussi, comme ils ont des vécus à raconter, ils sont motivés pour écrire, ils ont des idées, ils ont envie de partager leurs expériences. Et tout ça, ça stimule en fait la communication. Ça se traduit aussi dans les productions de l'écrit en salle de classe, qui sont beaucoup plus riches, parce que les enfants ils sont motivés d'écrire et partager justement leurs expériences. Un parent témoigne, je cite, « Tout le langage concernant la nature et l'environnement fait partie de son langage quotidien maintenant. Cela lui permet d'écrire de longues productions d'écrits avec un vocabulaire enrichi. » Voilà, donc comment en fait stimuler dehors la coopération et la communication? Déjà, si vous pouvez choisir un environnement qui est riche et qui est stimulant, ça va aider beaucoup. Aussi, le matériel sans fonction prescrite, elle incite à la communication pour en fait se concerter que ces bâtons, c'est maintenant nos épées de Star Wars, comme ces garçons ont fait, il faut parler, il faut négocier, il faut trouver un jeu en commun. Deuxième chose, réaliser des projets ensemble qui font sens pour le groupe, pour la collaboration, échanger sur le vécu, sur les sentiments et aussi sur les résultats. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément toujours évidentes, surtout échanger sur les émotions, les sentiments, sur le vécu. Donc, trouver vraiment le temps aussi pour ces échanges en plénière. Et puis, bien sûr, poser des questions qui nous amènent plus loin, ce qui incite à la réflexion autant qu'à la communication. Je vais switcher maintenant sur
la créativité, mais pourquoi on doit être créatif aujourd'hui et en avenir? Parce que, mais on dit toujours, on parle beaucoup de problèmes, parce que les problèmes demandent des solutions créatives, mais je trouve aussi que la créativité, en fait, elle est un enrichissement en soi de la vie. Donc la créativité, elle va juste tout simplement enrichir ta vie. Un petit exemple, ça c'était une observation que j'ai faite dans une classe maternelle CP. Donc un garçon s'est mis en chauffeur de bus scolaire. Le bus c'était juste une longue branche qu'il a tenue entre les jambes, portée par les mains de deux enfants. Donc il y avait le chauffeur, il y avait déjà un passager. Et puis il s'adresse aux enfants. Quelqu'un va monter dans le bus parce que c'est un bus double. Le garçon est arrivé, il a dit, je peux monter? Il faut se mettre comment? Et puis le chauffeur a dit, non, il faut se mettre debout, il faut tenir là, il faut se mettre comme ça. Donc juste un petit jeu qui s'est fait en nature. Une enseignante qui dit, au début, Yannis, il restait planté face à une branche de bois nu, immobile, il ne savait pas quoi faire. Et puis maintenant, il court partout et il trouve d'autres solutions pour surmonter les obstacles. Donc la créativité, c'est pas juste la création avec des éléments naturels, c'est aussi justement de trouver des solutions à des situations ou à des objectifs qu'on aimerait atteindre. Un parent dit par rapport à cette compétence, peu importe ce qu'il trouve, son enfant, il crée une activité, un jeu ou une histoire avec. Et ça montre aussi la créativité. Donc, comment on pourrait la stimuler dehors? Déjà, baser l'apprentissage sur des situations problèmes qui sont réelles, complexes et motivantes. Donc, travailler avec ce que la nature ou les situations problèmes que la nature nous propose. Travailler avec des tâches ouvertes où il n'y a pas juste la solution prescrite par l'enseignant qui va se faire. Donner du temps pour l'apprentissage autodirigé, il revient. Aussi proposer des plages pour créer dans et avec la nature. Donc là, on est plutôt sur l'approche artistique et bien sûr apprendre des stratégies pour la résolution des problèmes qu'on rencontre. Donc vraiment les aider aussi à développer leur stratégie. Puis la dernière chose de ces 4C, l'esprit critique. Pourquoi on a besoin de ça? Je trouve que c'est une compétence très importante parce que dans la société de réseau dans laquelle on vit, il y a donc, ils nous disent continuellement qu'est-ce qui est le mieux de faire. Donc pour ça, il faut savoir, en fait, trier les informations et trouver ce que pour nous est vraiment l'important. Il y a un historien, Noah Harari, qui dit en fait la compétence la plus importante aujourd'hui, c'est d'apprendre à se connaître soi-même. Donc si tu sais qui tu es, ce que tu veux, tu es beaucoup moins influençable par tout ce que te disent les autres. Delphine, une enseignante, elle a fait un constat assez intéressant par rapport à l'école de haut. Elle témoigne qu'il y a moins d'élèves dans la classe qui se contentent d'un savoir sans sens, ou de l'apprentissage par peur. Par rapport aux années passées, s'il y a un questionnement, les élèves ne se satisfont pas ou plus d'une réponse approximative qui ne leur parle pas. Et je pense que ça, c'est en lien aussi par l'apprentissage, en fait, par des situations problèmes qu'elle a proposé, l'apprentissage par le vécu, d'expérimenter, de tester soi-même, trouver des solutions, en fait, tester ses hypothèses. Et puis, une autre chose qu'on peut faire qui est importante, c'est justement inciter à percevoir soi-même, à questionner, à vérifier par soi-même pour travailler cet esprit critique dehors. Je crois là j'ai assez parlé sur ce slide-là. On peut passer au suivant. Ça va être un peu plus rapide sur les prochains. Donc, quelque chose qui revient toujours aussi chez M. Schleicher des études PIDA, c'est en fait de fonder du sens, de fonder des valeurs et d'essayer de créer des visions seules et ensemble. Parce que de nouveau, on revient sur ce connais-toi toi-même, parce qu'on doit aujourd'hui construire notre propre interprétation de soi-même, du monde, et nous connaître mieux qu'une machine ou les médias ou Internet peut le faire. Et en fait, deuxième chose, si on parle de vision et d'avenir, pour façonner notre avenir de manière consciente. Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, proposer des expériences positives en nature, pour tisser ce lien aussi avec l'environnement. Travailler sur des grandes questions comme qui suis-je? Quelle est ma place dans la vie? Mais quelle est ma place aussi dans la nature? Qu'est-ce que je me souhaite pour ce lieu?
dernièrement qui m'a dit, en fait, si tu vas dans des peuples autochtones, aujourd'hui, ils peuvent facilement te répondre à ces questions. Aussi d'où je viens, qui je suis, qu'est-ce que je dois faire, quels sont mes objectifs, où je vais. Très simple pour eux, très difficile pour nous. Après, dernière chose, proposer des plages d'échange aussi pour les visions de l'avenir sur les valeurs et puis d'essayer de mettre en œuvre les premiers petits pas pour aller dans cette direction. Donc pour vivre les valeurs, mais aussi pour façonner notre avenir et puis pour en fait voilà, s'ancrer dans ces visions et ces valeurs. Et notamment, ça va bien avec le prochain slide. L'autre chose importante, c'est juste d'ancrer et se connecter, parce que voilà, cet ancrage dans un territoire, dans une communauté et dans la nature permet en fait de nous comprendre en tant que partie de quelque chose qui est plus grand que nous seuls. Donc là, je vais vous raconter deux témoignages d'enfants. Donc c'est des enfants qui travaillent aussi sur le coin nature personnel dans la nature. Ça s'appelle Six Spots en anglais. Donc ils ont leur en fait coin nature qu'ils ont choisi, qu'ils fréquentent régulièrement. Mignon a dit, je me sens bien dans mon coin nature car je me sens protégé par mon arbre, comme moi je le protège. Et Théo dit, mon ancien coin nature, il me manque beaucoup, il s'appelle Michel. Donc personnaliser ses coins qu'on trouve en dehors. Justement, cette activité du coin personnel en nature, ça c'est une possibilité de travailler sur l'ancrage et la connexion, autant que observer des cycles de vie, de percevoir et exprimer ses besoins, ses sentiments, et puis de travailler sur l'environnement. Donc comment il était autrefois, comment il était aujourd'hui, et comment il va être dans l'avenir. Donc on peut aussi de nouveau se poser cette question, qu'est-ce que je me souhaite pour ce lieu, ou lui faire un cadeau, ou remercier en fait les écrivains qui étaient là avant nous de tout le travail qu'ils ont fait pour être ici maintenant. Donc là, on revient en fait sur cette question de cultiver un corps sain. Donc, le coin nature d'une fille qui vient juste de s'endormir, que vous voyez sur ce slide, et puis on peut passer au prochain. Et un esprit heureux, hein, c'est ce que je reprends, on peut aussi de cette étude d'Angleterre et d'Australie. Pourquoi ça? C'est tout simple. En fait, avec un corps sain et puis un style de vie positif, on vit de manière beaucoup plus épanouie et puis résiliente. Et puis, on coûte aussi moins à la société par les maladies qu'on développe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, déjà, on peut travailler sur le mouvement, aller régulièrement dehors, se contenter avec peu de choses, être content avec peu. Et je trouve aussi la nature et le peu de confort en fait qu'elle propose, ça c'est un bon apprentissage. Se réjouir de ces expériences simples, créatives et communautaires. Après aussi, tout cet exercice de pleine conscience peut nous aider à développer justement cet esprit heureux. On a déjà travaillé ou parlé de la confiance en soi, aux autres et puis en environnement. Et en fait, tous ces gros mots, je dirais, ou ces compétences d'avenir importantes comme la résilience, l'auto-efficacité, l'engagement, la co-création de l'avenir, tout ça, ça se base sur cette confiance en soi, en l'autre et en le monde. Et sans confiance, on risque de prendre des décisions qui se basent sur la peur, qui se basent sur justement la confiance, ou d'autres personnes disent sur l'amour. Un chouette témoignage de parents qui participaient à cette recherche Action Grandir avec la nature au cours de Franche-Comté, il dit, son enfant dit, la nature me donne de la force. Je pense que la forêt permet à mon fils de lui montrer de quoi il est capable et de mieux appréhender ses craintes. Elphine, cette enseignante que j'ai citée déjà avant, elle dit en fait que ces élèves, la manipulation du dehors va aider les élèves à comprendre déjà l'abstraction mathématique et géométrique
Faire des cercles de parole dehors a permis à certains élèves de développer leur confiance dans le groupe et se lancer en classe pour s'exprimer. Hein. De nouveau, on vient sur la communication, oser s'exprimer. Ce qui se passait pas du tout avant à cause de la peur de l'échec. Voir d'autres élèves en échec dehors, des élèves qui se posent des questions, qui se trompent dans les exercices, à donner de l'élan à d'autres élèves. Hein. Tout ça, ça développe la confiance. Hein. C'est aussi de voir, en fait, ces situations de tromper, de faire pas tout à coup juste, voir cet échec comme une chance d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on peut faire dehors? Apprendre à prendre des risques, à tenter de nouvelles choses, des expériences positives en groupe, dans l'environnement local, et puis travailler sur l'ambiance du groupe. Donc, essayer d'instaurer un climat de confiance, sans crainte et sans stress. Tout ce qui est conscience de nouveau de soi, de l'autre, de l'environnement et comprendre des interrelations. Donc là, j'ai en fait, des témoignages assez chouettes qui sont en lien avec l'art, des classes qui ont travaillé sur l'art toute l'année. Une expérience d'équipe que j'ai eue dans une classe où les enfants se sont posés des questions sur les arts et la nature. Ils se sont présentés des essences d'art dans leur coin nature respectif. Donc, ils ont fait une préparation en amont, dehors et en salle de classe. Et à l'aide d'une éducatrice nature, ils ont essayé de répondre à leurs questionnements en lien avec les arts et le fonctionnement des arts et de la forêt. Et il y a des témoignages, des exclamations à cette séquence qui ont montré qu'ils ont compris et puis les interrelations ont que l'apprentissage est intéressant. Donc, l'enfant qui dit mais tout s'explique, un autre qui a dit oh là là, c'est bien fait la forêt, ils sont intelligents les arts. Donc, ça, juste une petite étincelle. Mais pourquoi c'est important? Je crois que pour nous c'est assez clair parce que tout est lié et puis pour connaître aussi son potentiel, ses limites, comprendre comment les choses sont liées et comment en fait comprendre les conséquences de nos actions. Là, ce qui est important, ce qu'on peut faire, c'est déjà apprendre avec corps, cœur et tête, vivre des approches à la nature variées aussi, et puis s'approcher des concepts plus abstraits de manière concrète. Je crois le dehors, il apporte tout ça. Et puis après, on peut commencer par un thème comme les arts, et puis étudier les interrelations par rapport à cette thématique qu'on a choisie. Important, mais comme la toile de la vie, tisser toujours des liens avec les connaissances et les expériences qu'on a déjà faites. Et puis il y a des praticiens et des chercheurs qui nous partaient plutôt sur en fait, le vécu du local, l'environnement local. Et puis après cet exemple, vous pouvez l'extrapoler sur les liens globaux qui existent. Je me prends encore 10 minutes. Hein. Responsabilité, de nouveau, parce que tout est lié, parce qu'en fait, on a aussi une responsabilité envers les générations futures qui vont vivre sur cette planète et envers les autres êtres vivants. Donc, des classes qui témoignent, des enseignants qui témoignent, en fait, ces endroits naturels qu'on fréquente, c'est un peu un endroit qui est devenu un chez nous pour les enfants, en fait. Au début de l'année, c'était juste une forêt. Avec le temps, c'est devenu mon jardin ou ma forêt. Et des expériences aussi que les enfants, en fait, assez spontanément, ils se mettent à ramasser des déchets. En fait, ils ne détruisent plus les animaux ou les décors des arbres, alors que c'est des gestes qui n'étaient pas spontanés au début. Malgré que maintenant, les adultes, autant parents qu'enseignants, ne doivent plus intervenir. Donc, un parent, une maternelle témoigne que sa fille, elle fait maintenant des liens entre la nature, la protection de la nature et le quotidien à la maison, comme par exemple couper l'eau du robinet, s'occuper des plantes, le tri à faire. Elle a un grand intérêt aussi de tout ce qui se passe dans les feuilles, dans la terre, sous l'écorce. Il pose beaucoup de questions sur la vie des plantes, sur la faune et la flore. Elle compare aussi beaucoup avec les animaux, avec les humains, avec le jardin à la maison, avec ce qu'elle mange. Et je crois là, on voit bien que ce lien, même pour les tout petits enfants, il est fait. Qu'est-ce qu'on peut faire? Des actions concrètes pour l'environnement, comme le jardinage, et ça c'est en potager à l'école que vous voyez,
réfléchir sur nos comportements, attitudes dans ce lieu, et aussi réfléchir de qu'est-ce que les habitants de ce lieu d'autrefois ont fait pour nous et qu'est-ce qu'on peut faire pour les futurs habitants. Empathie. Voilà. Empathie, c'est se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, tout simplement. De nouveau, tout est lié, de nouveau, avec l'empathie, on comprend et on respecte mieux les autres. Alors, on peut essayer concrètement de se mettre dans la peau de l'animal, de ressentir, de voir le monde à travers ses sentiments, ses yeux. Jouer des jeux de rôle sur des conflits d'intérêts, ça peut être des conflits d'intérêts qui sont vraiment réels, qui se passent à cet endroit. De nouveau, travailler sur le partage du vécu, le sentiment, et puis bien sûr travailler sur le respect de soi, de l'autre et de l'environnement. J'avance un peu plus rapidement. La motivation, la curiosité qui semble cruciale parce qu'aujourd'hui, on doit apprendre tout au long de notre vie. Donc, autant cultiver les stratégies d'apprentissage et le goût d'apprentissage, mais aussi parce que notre succès, en fait, dans la vie, ça dépend de nos passions, de nos persévérances et puis de notre capacité de suivre nos objectifs. Déjà, pour ça, il faut développer une passion, il faut développer une curiosité. Donc, une enseignante a dit, les enfants ne sont pas forcément plus motivés ensuite pour apprendre en salle, mais ils sont clairement plus motivés de venir à l'école les journées de la sortie. Ils sont aussi plus motivés pour écrire. Ils racontent beaucoup plus aux parents de ce qu'ils ont appris dehors que de ce qu'ils ont appris en forêt, que de ce qu'ils ont appris en salle de classe. Donc, là, on voit aussi que ce qui intéresse les enfants, ça vient à la maison et puis ça va aussi avoir des répercussions sur les familles. Pour travailler justement la motivation, déjà essayer de se baser sur les questionnements, les intérêts des enfants, travailler, donc si on a une cour d'école, on pourrait juste travailler sur les petits détails de la cour, parce que parfois on n'a juste pas l'œil en fait pour des choses qui peuvent nous rendre curieux, qui peuvent nous motiver, et puis de nouveau aussi, voilà, là on parle un peu plus d'endurance, ça va venir dans le prochain slide, comprendre un échec, un problème comme une chance pour apprendre et pour s'améliorer. Justement, on peut passer au prochain, toutes ces thématiques de résilience, adaptabilité, d'endurance qui est travaillée, voilà, parce qu'on vit dans un monde où le changement rapide est la seule constante. Donc là aussi, on peut entraîner l'endurance physique et par tout le temps travailler aussi sur des questions comme qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui reste pareil dans la nature. Stéphanie, l'enseignante, dit par rapport à ça, en forêt, ils sont face à un dépassement d'eux-mêmes, ils sont dans un milieu qui n'est pas fait pour eux. Ça peut les encourager à dépasser leurs limites, leurs peurs. On se trouve constamment dans des situations comme ça qui ne sont pas toujours confortables, mais justement qui nous laissent aussi travailler cette adaptabilité, cette endurance et la résilience. Un parent de cette classe témoigne, en fait, son garçon, il est maintenant à l'aise partout, quelle que soit la météo. Je trouve que c'est un chouette retour par rapport à ses compétences d'avenir. Là, on arrive au dernier, le courage, parce que voilà, en fait, d'être interne, suivre ses objectifs, vivre ses valeurs, ses visions, ça demande parfois du courage. Et de nouveau, cette situation où on affronte des défis ensemble, on grandit en fait par les échecs, par les obstacles surmontés et aussi par les risques mesurés qu'on a pris. En fait, ça peut renforcer notre courage. Ce qui est aussi pour le courage, c'est juste changer sur des opinions différentes, des attitudes, des argumentations différentes qu'on a par rapport à une situation vécue, une situation qui nous travaille. Autonomie prise d'initiative, parce qu'on voit en fait le travail, un travail pour la vie, ça date un peu du passé. Aujourd'hui, normalement, on va changer de travail, on va changer de poste plusieurs fois dans la vie, et puis ça veut dire qu'on doit aussi de plus en plus agir de manière autonome par nos propres initiatives, parce que voilà, le travail autonome et en petites équipes va être de plus en plus en fait la réalité aujourd'hui. Evelyne, une
enseignante maternelle dire par rapport à ça, je vois des enfants qui prennent des initiatives dans des milieux qui leur étaient inconnus, s'éloigner, s'aventurer dans une flaque d'eau, caresser des limaces. L'imitation des autres dans notre exploration permet d'explorer ses propres limites. Qu'est-ce que vous pouvez proposer par rapport à ça? De nouveau, l'apprentissage autodirigé par des questions motivantes, apprentissage par le projet aussi, laisser co-décider les enfants sur des questions importantes, de nouveau inciter à l'expérimentation, à la pensée critique et autonome. Et là, pour la fin, je vais rebondir sur cette thématique d'esprit critique parce que je trouve que c'est aussi important de le lier à la prise de décision éthique. Hein. L'esprit critique tout seul, ça ne suffit pas non plus. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? De nouveau, ces apprentissages par des situations de problèmes authentiques, par le vécu, inciter à percevoir, questionner, vérifier par soi-même. Et je rajoute, en fait, pour la prise de décision éthique, en fait, analyser aussi son comportement dans le quotidien, exercer ces prises de décision éthiques dans notre quotidien, ça peut dehors ou dedans. Ou se poser tout simplement cette question, comment puis-je agir pour le bien de tout ça? C'est une question qu'on ne peut pas répéter assez de fois. Et la toute dernière compétence, c'est aussi la présence. Être présent, et je trouve qu'en nature, on a plein d'exercices. Mais si on ne fait pas attention, on marche, on va trébucher, on va tomber. En fait, la conséquence est directe. Et puis, essayer de focaliser sur l'essentiel. De nouveau, pourquoi? Parce que dans l'abondance des données des médias dans laquelle on vit, on doit continuellement séparer ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Et puis, se retrouver au présent. Il y a M. Schleicher qui a dit aussi une des compétences la plus importante, c'est de savoir puzzler aujourd'hui. Donc, choisir les pièces de puzzle essentielles et puis constituer un image du monde. Donc là, je retourne à Poudlard et à Harry Potter avec cette image. Ça, c'est le Patronus que Harry il a évoqué quand il était face aux détracteurs qui voulaient le tuer. Donc là, il a vraiment dû focaliser et présence. Donc on voit son Patronus ici. Donc on peut inciter les enfants, les ados, les adultes, justement à travailler les sens déjà de manière concentrée. Qu'est-ce qui est important ici pour que tout fonctionne bien? Donc là, on est dans les interrelations. D'autres questions importantes à se poser. Et puis vivre sur les conséquences de ces actions mentales directement. Et après réfléchir, mais comment on peut améliorer notre comportement, comment on peut faire pour qu'on est plus présente la prochaine fois. Pour clore, prochain slide. Donc, j'ai essayé d'inventer des nouveaux sortilèges Harry Potter pour vous. Donc, là, je vais vous inciter aux 4 sortilèges de Dame Nature pour nous préparer à l'avenir. C'est des sortilèges, justement, que apprendre dehors peut nous donner, en particulier apprendre par la nature. En fait, cet apprentissage dehors, elle favorise les compétences essentielles à la vie au XXIe siècle. Justement, je pense avec Complexit, en fait, dehors, on apprend dans un environnement qui est complexe, qui est authentique, qui est motivant et qui est en changement constant. Ça, c'est des circonstances qu'on peut souvent pas réunir quand on travaille dans une salle qui est quand même plutôt artificielle. Donc, ce Complexit, ça nous aide à affronter des situations complexes dans notre vie. Le deuxième sortilège que je vais introduire, c'est relation, donc être en lien. Dehors, on est en contact avec d'autres êtres vivants, avec des cycles de vie, avec l'environnement local. On peut comprendre des interrelations de manière concrète et globale. Donc ce lien, et je rajoute de nouveau ce lien à soi, à l'autre, à l'environnement, est primordial. Troisième sortilège, activa, être actif. Parce que dehors, voilà, on se pose plus de questions, on apprend davantage par des situations de problèmes et de manière autodirigée, et puis on vérifie par notre propre perception
confrontation par soi-même, en fait, ça nous rend beaucoup plus résilients à tout ce qui est manipulation. Le dernier sortilège, c'est obstaculus. Ça veut dire, dehors, il y a des exigences, il y a des obstacles qui nous font grandir et qu'avec ce sortilège, on essaye de trépasser en apprentissage. En fait, c'est des grandes questions que tout ça nous pose, parce que lorsqu'on tire sur un seul fil de la nature, on découvre qu'il est attaché au reste du monde. Cette image aussi de la toile d'araignée et des activités qu'on peut faire avec des toiles qu'on tisse avec des ficelles, peut illustrer tout ça. En fait, ça nous repose sur la question, est-ce qu'on travaille, est-ce qu'on voit nous-mêmes en étant dans un écosystème où l'homme, il est vraiment au sommet de la pyramide, quelle que soit cette pyramide, mais qu'on est en fait le sommet de l'évolution, ou est-ce qu'on se voit en tant que participant de l'écosystème, où on est juste un être vivant à côté de d'autres êtres vivants qui aimeraient juste vivre. Et puis je clôt avec la dernière. C'est une petite pub, mais que j'adore, je réutilise toujours depuis des années, qui résume bien tous les apports de cette dame nature. Donc, si jamais vous êtes confronté à des craqueurs ou d'autres situations qui sont difficiles pour vous, pensez à ça et entraînez-vous à ces 4 sortilèges que Dame Nature peut vous fournir pour préparer votre avenir. Donc, c'est l'heure des questions. Merci Sarah pour cette présentation. Je me suis aussi questionnée sur les questions de compétences, liées à ce qu'on développe autour de la pédagogie par la nature. Et du coup, j'étais intéressée par ton travail et les perspectives. Du coup, je me suis interrogée parce que j'ai fait un peu un chemin un peu comme toi. Je suis allée voir Pisa, etc. Et puis à un moment donné, je me suis dit, non, ça ne me va pas, parce que Pisa, c'est des gens qui sont dans quand même un paradigme de performance, et puis même le terme compétence, je me suis un peu battue avec en me disant, non mais en fait je ne peux pas garder ce terme-là, c'est une ressource, on est encore dans le paradigme moderne, capitaliste, libéral, comment on sort de ça? Et du coup, c'est là que j'ai cherché du côté des capacités avec Amartya Sen et Martha Nussbaum aussi sur le côté en capacitation, en lien aussi avec les espaces, comment les espaces, nos environnements nous permettent aussi une émancipation, et sur le côté capacité éco-psychosociale, finalement, de comment on garde l'articulation entre ces 3 éléments-là, qui sont des éléments relationnels fondamentaux pour nous. Et bref, je ne vais pas faire trop long, je me suis interrogée là-dessus. Et après aussi en t'entendant, et c'est marrant parce que aussi quand j'ai fait ma présentation, je me questionnais là-dessus, c'est comment on fait pour qu'on ne soit pas dans le prêche avec nos super idées d'une pédagogie par la nature. Nous, on est tellement persuadés que et on voit que c'est quelque chose de fort et de magique, mais comment on n'en fait pas une nouvelle religion, un nouveau dogme, moi je m'interrogeais sur comment on n'instrumentalise pas, sans s'en rendre compte finalement nous-mêmes, nos travaux pour faire des bons citoyens et finalement être dans une forme de morale avec laquelle je me débat parce que je me sens moi-même prise là-dedans. Et bref, juste un petit témoignage, j'ai essayé de travailler avec des jeunes, nous dans l'enseignement agricole, engagés autour de l'éco-responsabilité, parce que comment on valorise leurs compétences ou ce qu'ils savent faire. Et donc je suis repartie, on en a beaucoup parlé pendant le colloque, des Kairos de Pascal Galvani. Il y a une sorte
de souffle. C'est bien, on a l'impression d'être en haut de la montagne, près de la mer. Ça doit être dans la visite de ça. Et ouais, juste je finalise, et c'était juste de parler. Du coup, non, ce que j'essaie de faire avec les jeunes, c'est de partir vraiment d'un moment qui a été signifiant pour eux dans leur engagement, un moment voilà, où ils ont fait la bonne chose, au bon moment, ils étaient à la bonne place, et puis de partir de ce moment et de rentrer en explicitation sur qu'est-ce qui a fait sens, qu'est-ce qui... et du coup, retrouver ces valeurs, du coup, c'est la personne elle-même qui fait ce chemin-là. Et j'utilise des cartes qui s'appellent les cartes totem, qui associent un animal avec une qualité, et du coup en plus avec les jeunes ça marche assez bien, et petit à petit en fait c'est les autres participants qui, en entendant le récit de la personne qui témoigne, en lui disant bon oui, voilà, bah, je pense que tu as développé des qualités d'attention, des qualités, voilà, et ça se fait un petit peu collectivement. Voilà, c'est une astuce que j'ai essayé de trouver pour travailler là-dessus sans être trop normée, hétéronormée justement. Bon. Je suis un peu brouillon, pardon, dans ce que j'ai dit, mais plusieurs idées à la fois. Ok, j'espère que vous avez retenu la question. Tout ça, en fait, je suis complètement d'accord avec toi que les études PISA ou ces future skills, c'est très inclus monde économique. Et je me suis posé la même question en travaillant sur le plan cadre de la conférence dehors du XXe siècle, qu'il faut intégrer d'autres capacités et compétences que comment on a pour la terminologie. C'est en fait vraiment qu'on réfléchit comment on pourrait la changer. Je préfère souvent parler de life skills, on dit en anglais Lebenskompetenzen en allemand. Je ne suis pas encore dans la traduction. Le français, c'est peut-être plutôt compétence de vie, en fait, qui d'une part à l'économie et puis au monde du travail. C'est un peu ce que j'ai essayé de faire avec ces mots-clés que je vous ai lancés aujourd'hui. Donc, élargir ce cadre d'écologie pour en fait, voilà, travailler plutôt sur une vie épanouie ensemble dans cette société. En fait, clairement, que c'était une publicité pour apprendre dehors. Et moi, j'essaie de ne pas être trop moraliste, mais par l'approche qu'il y a beaucoup de bienfaits, mais que apprendre dehors, ça suffit bien sûr pas pour tout, pour devenir un citoyen actif, etc. Donc, il faut toujours inclure d'autres environnements dans lesquels on vit aussi. Et je trouve même dommage si on doit décaler, apprendre dans la nature avec tout le reste de l'environnement qui nous entoure aujourd'hui. Mais c'est comme chez toi, c'est un travail constant en réflexion. Alors, je ne suis jamais arrivée au bout, et d'ailleurs, je suis intéressée aussi d'entendre vos réflexions sur le sujet des compétences d'avenir, des terminologies qu'on devrait utiliser en français. Et je trouve que il y a une très belle étude qui est une méta-analyse qui a été faite par Ruth Chabla, que peut-être vous connaissez. Vous l'avez fait sur le site de Sylvie, vous tapez Sylvie, Ruth Chabla, qui a réfléchi justement sur d'autres paramètres qui sont aussi importants. Alors, pas tout le lien avec la nature, les expériences positives chouettes, etc. Donc, cette dame, elle a réfléchi beaucoup sur qu'est-ce qui fait qu'on devient un citoyen éco-responsable et actif une fois adulte. Et ce n'est pas que les expériences positives en nature qui jouent leur jeu. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question que je n'ai pas vraiment retenue. Merci, c'est parfait. Merci beaucoup. Prendre une autre remarque, une autre question, complément. Google ne sait pas tout. Il se trompe souvent. Chaque fois que je vais dans des wikis, je trouve plein d'erreurs. C'est pas que je sais tout non plus, mais c'est tellement difficile d'éprouver une fois que c'est rentré dans les marbres du net que je n'ai pas le temps d'aller dans les archives, trouver des extraits des naissances, des choses comme ça pour prouver les erreurs de Google. Et bon, c'est pas toujours très facile d'échanger. Voilà, donc soyez critiques aussi, c'est vrai que je m'en sers pour tout et chacun et que c'est très bien, mais que voilà, que la forêt en revanche, elle ment pas.
Là, je n'ai pas entendu de question. Non, oui, la question, c'était justement comment en sortir aussi de « Ah, mais j'ai une photo qui est plus jolie que ce que je vois ou qui est plus spectaculaire. » Enfin, comment rentrer dans les vécus, hein, comment faire hein, pour que les vécus non lus, non appris, non extérieurs passent mieux hein, dans ces genres de groupes. Là, ça a pu faire la fin, si vous pouvez traduire ce qui était dit. Oui, comment pouvons faire hein, pour que les réels prennent plus de force que les virtuels hein, quand on a vraiment des enfants qui sont déjà formatés écran, qui trouvent leur bonheur là-dedans, qui ont beaucoup de mal à sortir. Voilà, bon, j'ai bien aimé la slide, là, vous trouvez d'autres formes de connexion, mais... Je n'entends vraiment pas. C'est pas grave, c'est pas grave. C'était plutôt une réflexion à voix haute, hein, merci beaucoup. Merci. Sarah, moi j'ai une question, tu m'entends bien? Super bien. C'est parfait. Quelles seraient pour toi les compétences, si on reste dans ce terme-là, nécessaires à la formation des personnes qui vont accompagner les enfants dans l'appropriation dans la découverte de ces compétences d'avenir? Qu'est-ce que tu nous dirais à nous, adultes, pour cette incapacitation à accompagner les enfants? Super bonne question. Je n'ai pas encore réfléchi aux détails. Pour l'instant, je suis plus dans l'élaboration des compétences, mais c'est une question clairement très importante. Alors, si je reprends peut-être juste, alors parlons des gens qui travaillent dehors déjà avec les enfants, donc les adultes qui les amènent dehors. On peut peut-être juste reprendre ces 4 sortilèges que je vous ai présentés à la fin. Donc, voilà, pour le complexité, l'environnement complexe. Donc, voilà, déjà, pour trouver ça, je crois, choisir l'environnement, et aux enseignants, je dis aussi toujours saisir le potentiel d'apprentissage qu'un environnement a. Ça, c'est quelque chose de difficile, et c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez dans nos formations. Vous travaillez juste sur ces thématiques à la place de juste voilà, basculer des activités telles qu'elles qu'on peut faire à l'extérieur. Après, relation, donc travailler sur le lien, donc ça peut être le lien à soi, autant voilà, ces compétences individuelles que le lien social, ça c'est tout le travail sur l'ambiance qu'on peut faire et le lien avec l'environnement. Et je trouve que là, parfois on ne va pas encore assez dans cette compréhension des interrelations. Je trouve que c'est une thématique difficile aussi à enseigner et puis à travailler avec notre public. Comme je vous ai dit, de partir, comme toi tu as dit, partir de l'exemple de vécu d'une situation locale, etc. Et puis après faire ce lien avec, voilà, qu'est-ce qui se passe sur la planète, comment ce vécu qu'on a eu, ça peut avoir, comment on peut le voir dans notre pays, ou quel impact ça peut avoir au niveau planétaire. Donc là, je pense plutôt aux ados ou aux enfants âgés ou adultes comme public. Je crois que ça, c'est quelque chose, comprendre ces interrelations, c'est choisir ce morceau de puzzle et puis les mettre ensemble pour avoir voilà, une vue d'ensemble de comment est le monde. Nous, on devrait travailler pour nous-mêmes déjà, mais là, il y a du potentiel dans la formation. Je trouve ce qu'on fait déjà assez bien, c'est le Activa, donc voilà, l'apprentissage actif au centre de nos préoccupations. Alors vraiment faire attention qu'il y a de la place, mais aussi de nous, en fait, savoir rebondir sur ce qui surgit dans cette plage, donc rebondir sur des situations spontanées, pouvoir poser de bonnes questions qui peuvent amener plus loin. Hein. On a parlé beaucoup du questionnement, inciter à se questionner, à expérimenter, à rajouter encore quelque chose de l'élément, ou à poser des questions pour faire en fait le lien avec ce qui était déjà appris, ou le lien avec des choses plus grandes. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait clairement apprendre aussi. Obstacle
plus, là, alors, je dirais, en France, on va beaucoup travailler sur la pédagogie par le risque. Donc, alors, laissez prendre les enfants des risques mesurés, parce que si, nous peuvent apprendre aujourd'hui de prendre des risques, d'être confrontés à des situations, à des obstacles qu'on ne peut pas surmonter tout de suite, à être confrontés à des métiers désagréables. Une fois, cette enseignante qui a témoigné sur l'ambiance de classe qu'elle travaille, elle dit, en fait, là, on a tous vécu la même chose, on a tous les pieds trempés. Ça, c'était la situation. Ils étaient dehors, il pleuvait des porcs. Tout le monde était content. À la place de se dire, oh là, il faut éliminer les risques, il faut limiter les risques, mais en fait, on élimine beaucoup de compétences d'avenir, de courage, ou de résilience, ou de persévérance, si on fait ça. Et puis une dernière chose, mais qui n'est pas dans les sortilèges que je constate dans mes formations d'adultes, autant qu'avec mon travail avec les enfants, c'est de focaliser sur les visions d'avenir. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait aussi apprendre. Déjà pour nous-mêmes, alors même si je parle avec des animateurs nature ou des pédagogues par la nature, si on parle avenir, c'est très souvent, c'est juste la cata, c'est la terre qui va s'effondrer, etc. Mais comment, avec toute cette vision en nous, on peut créer un avenir meilleur. Et comment, en transmettant cette vision à nous, en fait, moi j'aime bien le terme de conte de notre société, l'histoire de notre société qui nous est racontée maintenant par beaucoup de divers médias et puis de personnes aussi dans la politique. En fait, comment on peut changer ça? Et ça commence aussi par déjà visionner, se mettre en lien, cohérence entre les valeurs et les actions, et puis faire les petits pas vers un avenir meilleur. Même si on est dans la situation où on soit dans la situation du cholestérol qui apporte la petite goutte d'eau pour éteindre l'incendie. Mais ça, je trouve que c'est vraiment un point crucial à travailler dessus, plus aussi dans la formation d'adultes, autant que dans l'animation qu'on fait ou l'éducation nature qu'on fait. Merci Sarah pour tes éléments de réponse, merci beaucoup. Oui Aurélie, je t'invite à... Ouais, je t'invite à venir. En t'écoutant, je me suis demandé si tu connaissais les travaux de Margarida Romero. Tu connais ou pas? Ben voilà, en fait, je te montre, est-ce que tu vois? Tu vois? Là, regarde. Est-ce que tu vois un peu? Et en fait, je t'enverrai. Et en fait, je me faisais la réflexion en t'écoutant. Alors, c'est quelqu'un qui travaille sur l'informatique et sur le numérique. Et donc, elle reprend les compétences en fait, du 21e siècle. Et donc, elle met créativité, collaboration, résolution de problèmes et ce qu'elle appelle la pensée informatique. Et autour, elle met l'esprit critique. En fait, tu vois, elle travaille là-dessus. Et en fait, je me disais qu'il y avait des choses, certainement, des liens à faire entre tous ces gens qui travaillent sur le numérique et puis aussi, voilà, toutes ces questions de compétences dehors. Et ça me fait penser aussi à quelqu'un d'autre qui travaille sur le numérique et on a beaucoup parlé d'affordance, tu vois, ce que les environnements extérieurs, tu vois, nous font. Et en fait, dans le numérique aussi, alors il y a notamment Simonian qui travaille là-dessus sur les arts, enfin voilà, ces questions d'affordance et tout. Et en fait, je me demande si à un moment donné, en fait, on est confronté à des environnements voilà, qui sont naturels mais aussi technologiques, et s'il n'y a pas des choses en fait à réfléchir de manière plus générale dans un espèce de couplage, tu vois. Et ça me fait penser aussi à ce que Christian Reynaud, qui est, voilà, Christian que tu connais, il me dit souvent ça, ok, il y a les éléments naturels aussi, mais peut-être aussi il y aurait à réfléchir avec la technosphère, quoi, tu vois. Mais pas enfin voilà, qu'il y a des choses à réfléchir, peut-être, a priori, voilà, c'est pas du tout les mêmes environnements, quoi, mais il y a peut-être des choses qui se jouent, qui sont un peu identiques, donc peut-être aller regarder, tu vois, je disais qu'il y a peut-être des liens à faire, même si a priori, bah, c'est sûr qu'être devant une machine ou être devant un arbre, ça n'a rien à voir, quoi. Donc voilà, je voulais un peu échanger avec toi voilà, par rapport à ça. Super, merci pour le lien, ça va encore faire du travail pour moi. Moi, je trouve aussi que en fait, voilà, le numérique,
être dehors aussi, c'est pas quelque chose qui doit se séparer. Dans la haute école pédagogique du canton de Vaud en Suisse, ils ont un centre de compétences Outdoor Education et ils travaillent beaucoup avec le numérique. Alors, soit on amène des appareils numériques dehors pour faire des petites tâches, soit on utilise des expériences qu'on a faites dehors pour après, dedans, travailler sur le numérique. Il y a des liens qu'on peut faire. Constant fait, en expérimentant ce lien avec des enfants et avec des adultes, on est quand même rapidement happé par ces appareils et peut-être moins en contact avec l'environnement qui nous entoure. Alors je crois qu'il faut les utiliser vraiment avec prudence, parfois aussi les enlever pour ne pas avoir la tablette tout le matin pour prendre des photos ou regarder des informations sur le lieu ou quoi que ce soit. Mais on peut bien faire ce lien. Et une deuxième chose que j'ai constatée vraiment en feuilletant toutes ces sources sur les life skills et future skills, mais n'importe quel domaine qu'on touche, alors soit les experts numériques qui écrivent sur ces thématiques, soit le Silicon Valley, soit l'OMS qui travaille aussi sur ces life skills, en fait, on retombe sur les mêmes compétences. Et ça, je trouve assez intéressant. Et on peut, comme j'ai essayé de vous montrer, on peut assez facilement les lier ou lier la plupart, en tout cas, à l'apprentissage dehors. Merci Sarah, on ne te voit plus parce qu'on a une bande passante. Ah ça y est, t'es revenue. Ah bien, ça c'est bien, comme ça je passe ma petite pub finale. Ouais, c'est ça. Alors, ce que je vous ai présenté maintenant, c'est ces mots-clés avec des images et avec pourquoi on fait ça et qu'est-ce qu'on peut faire en nature. Pour l'instant, ça existe en allemand dans ce livre-là qui s'appelle Draußen lernen. Vous voyez un titre là, c'est un titre. Donc ça c'est juste ce recueil qui vient de sortir, mais j'ai un projet de faire une publication française aussi sur cette thématique que je viens de vous explorer. Ça va durer encore un petit moment et puis toujours justement si vous avez des apports comme Aurélie, un lien avec l'informatique, etc. Je suis super friande s'il y a des gens qui veulent participer à quoi que ce soit pour cette publication, donc avec plaisir et volontiers. Un très grand merci Sarah, je pense qu'on peut t'applaudir à la fois pour le contenu et ta flexibilité.